Depuis que je suis tailleur installé comme il faut, je fais des costumes normalement sans retouche. Je fais un essayage, le premier costume, 2 essayages et après un essayage et ça doit partir sans retouche. Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Aujourd'hui, je tenais à remercier Rosas, qui est le pseudo d'une personne que la personne a utilisé pour laisser un commentaire. Donc le commentaire était le suivant: podcast toujours très intéressant, Jessica prend le temps d'échanger avec ses interlocuteurs, d'aller dans le fond des sujets. Un plaisir à écouter. Merci beaucoup à Rosas d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Et si vous aussi vous avez envie de vous joindre à cette personne, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles qui permettront à d'autres de découvrir Cravate Club. Merci beaucoup. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de discuter avec un grand maître tailleur, un des derniers grands tailleurs parisiens à ce jour, Monsieur Gabriel Gonzalez. Monsieur Gonzalez a été formé par Joseph Camps, une légende dans le métier dont l'aboutissement de la technique a fait de lui une référence. Ses autres élèves ayant été les illustres tailleurs Francesco Smalto, Henri Urban et Claude Rousseau. J'étais très heureuse de pouvoir discuter avec Monsieur Gonzalez, qui, à 80 ans, est toujours aussi passionné par son métier et en parle avec des étoiles dans les yeux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Monsieur Gabriel Gonzalez, merci d'être venu discuter du métier de tailleur c'est avec plaisir que je viens parler de tailleur parce que je suis un malade des tailleurs. Je suis rentré chez Camps à 23 ans. Sans Camps, aujourd'hui, je ne serais rien. Ah bah, vous commencez fort. Alors racontez-nous comment avez-vous commencé. Ma maman a voulu que je sois tailleur. Elle a réussi à Angoulême à me faire un apprentissage 3 ans chez un monsieur très bien. Après l'armée, je suis venu voir mon patron d'Angoulême, qui lui m'a fait rentrer chez Camps parce qu'il connaissait Monsieur Rousseau, qui était coupeur chez Camps. Voilà. Et grâce à Monsieur Rousseau et à la maison Camps, je suis le tailleur que je suis. Sans Camps, je ne serais rien. Et c'est lui personnellement qui vous a appris, qui vous a montré? C'est pas lui, c'est ma femme c'est la demoiselle qui m'a fait faire des devants chez Camps avec Rousseau comme coupeur. Et Rousseau, il m'a fait faire des devants et faire défaire et faire et défaire et défaire. Et Rousseau, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, par la maison Camps. Et c'est Monsieur Camps qui vous a initié au travail de qualité, à la finesse de... Enfin, c'est la maison Camps. C'est la maison Camps. C'est la maison Camps. Et lui, en tant que... Monsieur Camps, Monsieur Camps, s'est occupé de vous un peu? Il ne travaillait plus beaucoup. Il faisait beaucoup de choses. Oui, il nous faisait voir beaucoup de choses. Mais c'est Rousseau, Smalto, qui, avec eux, et Urban aussi. J'ai appris avec Urban. Urban était un tailleur extrêmement sévère. Et il y avait 4 coupeurs chez Camps. 4 coupeurs, c'était des bêtes, dont Smalto numéro 1. Si Smalto a réussi, c'est parce que c'était un grand. Et alors, à partir de quand vous vous êtes senti d'attaque pour vous lancer tout seul? Quand j'ai quitté Camps, j'ai été coupeur dans une boutique, rue de 16, chez San Marco, et le patron de la boutique, qui était encore gentil, quand je suis parti de chez lui, je suis parti avec les clients aussi que j'avais. Et mes clients ont fait des petits... D'accord. Et vous avez du coup des clients qui viennent chez vous depuis des années et des années? J'ai des clients de rêve. J'ai Monsieur Bolloré, j'ai Boucheron, le bijoutier, j'ai Bic, le baron Bic, j'ai le baron Rey, j'ai énormément de bons clients. De bons clients. Très bien. Et, j'ai une clientèle de rêve. Oui, j'imagine. Voilà. Pour vous, comment vous définiriez un maître tailleur? Un maître tailleur, le maître tailleur, c'est un monsieur qui fait des beaux costumes, et puis, qui est très sérieux dans le travail.
très sérieux dans le travail, dans l'exactitude, dans l'heure, dans tout. Moi, j'avais entendu dire que pour être un maître tailleur, il fallait au moins 10 ans d'expérience dans le métier. Ah, pour être le tailleur que je suis, il faut 10 ans le derrière sur un tabouret. 10 ans à faire à coudre, en fait. Pour être le tailleur que je suis, il faut 10 ans il faut avoir 10 ans et avoir le derrière sur un tabouret. 10 ans. Et à votre avis, pourquoi on commence toujours par la couture et on va à la coupe ensuite ? Ah ben on ne peut pas couper si on ne sait pas faire un costume comme il faut. D'accord. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que je sais qu'il y a parce des... que c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça ? Avant de courir, on apprend à marcher. D'accord. Parce qu'on peut parfois devenir modéliste sans pour autant savoir coudre. Et c'est pour ça que je me demandais pourquoi dans le métier de tailleur, il fallait passer par ce modéliste dans sans ce avoir sens-là. coudre, je ne sais pas. Dans les tailleurs, je ne connais pas. D'accord. Je ne connais pas. Et la coupe, vous l'avez appris chez Alors, Camps ? la coupe, je l'ai appris chez Darou. Chez Darou. J'ai été... En 1963, j'ai passé le mois d'août de vacances chez Darou. Je ne suis pas allé en vacances et j'ai passé le mois d'août chez Darou et j'ai appris la coupe. D'accord. Darou, c'est ceux qui ont écrit des livres de coupe. Et après, j'ai amélioré ce que j'avais appris chez Darou avec les devants Camps que je faisais. J'ai vu qu'ils n'avaient pas la même allure. Alors, avec la méthode Darou, j'ai habillé la méthode Camps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai fait des modèles qui ressemblaient à ce qu'on faisait chez Camps. D'accord. En plus de ma pratique après d'ouvrier, je suis arrivé à faire du Camps. Et vous avez formé beaucoup de j'ai formé beaucoup, oui, beaucoup. J'ai formé beaucoup. Et encore aujourd'hui aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai des stagiaires. J'ai toujours eu des stagiaires et je les ai bien formés. Mais je suis un malade du métier. Un malade du métier, moi je sais, c'est pour ça que j'avais envie de parler avec vous. Mais qu'est-ce que vous aimez tellement dans ce métier ? Dans ce métier, c'est ma vie. C'est ma vie. Ma maman m'a mis tailleur. Je suis le tailleur dans Paris qui fait les plus beaux costumes de Paris. C'est ma fierté. C'est ma fierté. C'est le rapport au client qui vous plaît ou c'est le rapport à la matière, au tissu ? Tout. D'abord le costume et le client qui vient. Et le plaisir de faire plaisir aux clients. Ah oui. Moi, mes clients, ils m'adorent et j'ai des clients de rêve. Monsieur Boucheron, c'est un client de rêve. Monsieur Bolloré, Michel-Yves Bolloré. J'ai habillé Monsieur Bouygues, mais il est parti. Il est parti parce que j'étais pas assez grand. Rousseau était plus grand. Et après, il a été chez Chiffonelli, mais ça n'allait pas. Ah oui ? Non, mais moi, je suis un malade. Alors. Parce mais que je là, fais du Camps. Je suis drogué Camps. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les différentes étapes de fabrication d'un costume sur mesure ? Les grandes étapes ? C'est de faire des devants comme il faut, essayer comme il faut, et puis livrer comme il faut, c'est tout. Mais c'est difficile en disant comme ça. Il faudrait voir le travail, il faudrait voir tout. Ça, c'est pas facile. À expliquer ça, c'est pas facile. Et donc vous faites en général 3 essayages minimum ou parfois plus ? Normalement 3 essayages, mais normalement moi le premier costume 3 essayages. Après il y en a plus que 2. D'accord. Même un. Ah, même un seul. Une fois que vous avez l'habitude du client. Une fois que j'ai habillé quelqu'un, j'ai son modèle, je relève tout. Ah bah c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut reconnaître une veste qui a été faite chez vous ? Ah oui. Dans la rue ? Ah oui. Oui ? Ah oui, moi j'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue. J'aurais dit, ça c'est un costume Camps. Comment vous savez ? Je lui ai dit, parce que je le vois. Et il y a un petit truc. Comment ? Il y a un petit truc qui fait que vous le voyez ? Le costume Camps dans la rue, ça se reconnaît. Faut être tailleur et client tailleur. Faut être client de chez Camps pour reconnaître. Moi, dans un restaurant, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient un costume Camps et ils ont trouvé bizarre que je leur dise ça. Bah oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que pour la plupart des gens, j'ai un client que j'ai habillé de Strasbourg. Il m'a fait une lettre. Parce que dans le restaurant, le patron du restaurant, il lui demandait si je pouvais lui donner l'adresse du tailleur qui avait fait cette veste. Je lui ai dit. Il m'a dit, mais Monsieur Gonzalez ? Ah, mais je connais Monsieur Gonzalez. Mais est-ce que vous pourriez me dire, au niveau de la veste, qu'est-ce que vous regardez, par exemple, qui vous fait dire ça c'est Camps ? L'allure, le col, les épaules et le col. Le plaqué du col, en fait, Le plaqué du col sur le machin. Ok.
Oui, c'est ce que je l'écran pensais. d'équerre. L'écran d'équerre, ouais, oui. D'équerre, angle droit, angle droit. Alors que normalement, le cran confection, il est comme ça. Oui, il est droit. Non, il est biais. Ça, c'est ce qu'on appelle un cran parisien, en fait, ou un cran Non, c'est un tailleur? ça, c'est le cran Camps. Le cran Camps. Sinon, les confections sont comme ça. Oui, je sais, oui. Et le cran Camps, il est d'équerre, d'équerre, d'équerre. Mais parfois, vous faites quand même des revers sur mesure si quelqu'un vous demande une autre forme de revers. Ah, s'ils veulent le revers comme ça, je lui fais. Mais s'ils ne me demandent pas, c'est toujours comme ça. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli esthétiquement aussi. C'est aussi dans le prêt-à-porter qu'on fait des revers comme ça. Oui, parce que c'est plus facile. C'est plus facile Parce à que faire. comme ça, il rebiquera jamais. Là, on voit pas, mais il faudrait faire un dessin pour expliquer. Non, mais si vous voulez faire quelque chose, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais Oui. avec une photo, on peut faire voir le col Oui. d'équerre. Je ferai une photo de vous, comme ça je pourrais la mettre. Voilà. Je ferai une photo de vous tout à l'heure si vous êtes d'accord. Je vous donnerai des photos de tailleurs de mes costumes. Mm. Ça, je peux vous le donner. Et est-ce que vous portez toujours des costumes 3 pièces tous les jours? Beaucoup, oui, sauf l'été. Mais je porte un gilet parce que quand j'enlève la veste, un gilet, ça habille quand même. Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme tissu que vous portez aujourd'hui? Comment? Quel est le tissu que vous portez sur votre costume Un d'aujourd'hui? peigné, prince de Galles marron. Très joli. Et la cravate aussi tous les jours? Ah ben, la cravate, oui. Moi, je change de costume tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Monsieur Rousseau, chez Camps, il changeait de costume tous les jours. Alors, quand je suis arrivé d'Angoulême, j'ai vu qu'il changeait de costume tous les jours. Ben, j'ai dit, quand je ferai pareil, ben, ça sera bien. Et mon costume d'Angoulême, je l'ai jeté. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il c'était pas du Camps. Je suis un malade, je suis drogué Camps. Vous n'avez pas voulu le garder en souvenir? Non, même pas. Non. Et j'ai beaucoup de respect pour mon patron d'Angoulême, qui m'a appris à être un monsieur bien. C'était un monsieur bien, et il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Qu'est-ce qu'il vous a appris, par Il exemple? m'a appris à être un garçon comme il faut, dans le travail, dans tout. Et sans lui, je ne rentre pas chez Camps. Et si je ne rentre pas chez Camps, je suis rien. Et aujourd'hui, vous avez une longue carrière derrière vous, mais encore au niveau de la suite, qu'est-ce que vous comptez, combien de temps encore vous comptez travailler? Oh, ben combien de temps je vais quand même pas tarder à arrêter parce que j'ai 80 ans. Hein. Vous avez 80 ans? J'ai 80 ans. Et vous prenez des nouveaux clients ou plus du tout? J'ai pris le baron Bic il n'y a pas longtemps. Il m'a été envoyé par M. Boucheron. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'arrêter ou? Oui, avec l'âge, oui, parce qu'il faut quand même que j'arrête. 80 ans, je vais pas. Et puis, d'abord, je vais arrêter aussi parce que par manque de main-d'œuvre. Ah, c'est vrai? Il n'y a plus la main-d'œuvre qu'il y avait. Mais pourtant, je connais beaucoup de jeunes qui aimeraient faire ce métier. Pourquoi Ah oui, vous dites ça? ils aimeraient, mais ils aimeraient, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Il faut être. Moi, je suis arrivé en 61 chez Camps. Je ne savais pas faire un costume Camps. Mais j'ai voulu. J'ai travaillé à fond pour ça. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas prêts à Les travailler jeunes, ils font pas ça. suffisamment? Non. Il y a plein de jeunes qui veulent être tailleurs, ils viennent en stage, ils ne savent même pas tenir l'aiguille. Non, la main-d'œuvre est très, très, très mal partie. Ah, vous croyez? Dans tous les métiers, d'ailleurs. Dans tous les métiers d'artisanat? Et ça, c'est la photo. À ceux qui nous gouvernent, hein, qui n'ont pas aidé assez l'apprentissage. Au pied du mur. Et vous pensez qu'on pourrait faire quoi, justement, pour sauver ce métier? Il faudrait faire des apprentissages, amener les jeunes à apprendre un métier, tailleur ou boucher ou charcutier. Il n'y a plus de charcutier non plus, il n'y a plus de poissonnier, il n'y a plus rien. Ça revient quand même, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'y remettre. Puis il n'y a pas assez de gens de qualité qui veulent avec amour. Quoi qu'on fasse, il faut le faire avec amour. Mais c'est vrai que ça se ressent quand on fait un travail avec passion. Il faut le faire avec amour. Moi, j'ai une femme qui cuisine d'enfer et cuisine... c'est le rêve. Moi, quand je mange ce que ma femme fait, je mange le rêve. Quelle chance. Et quelle chance, oui. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu la chance d'avoir des parents super,
J'ai eu la chance que mes parents viennent en France parce que pour moi, je suis très, très, très cocorico, même si je m'appelle espagnol et que je respecte l'Espagne. Et donc, comment vous pensez qu'on pourrait aider justement des jeunes à apprendre ce métier il faut vraiment commencer très tôt? Vous pensez qu'il faut vraiment être très jeune ou pas forcément? Moi, j'ai commencé à 14 ans, 14-15 ans. Enfin, on peut commencer. Faut pas passer le bac, c'est tout. Donc, vous pensez qu'il faut vraiment commencer avant le bac, se lancer quand on est vraiment jeune? Faut pas passer le bac. Hein. Et pourquoi? Parce que quand on passe le bac, après, on n'a plus envie d'être tailleur. Hein. Pour avoir le derrière sur un tabouret de 10 ans, quand on a le bac, on n'a pas envie. Hein. Oui, mais est-ce que si on commence si jeune, est-ce qu'après, on n'a pas un peu peut-être des lacunes en ce qui est gestion la gestion, la gestion de l'atelier? La gestion pour un artisan comme j'ai été, c'est très facile. Ah oui? Un artisan, il a 3 opérations à faire. Les recettes et les frais. Et après, il fait une soustraction. S'il y a un moins, ça ne va pas. S'il y a un plus, ça va. C'est simple comme bonjour. Et pour vous, il faudrait combien de clients pour lancer un atelier pour pouvoir ça, c'est plus difficile. Moi, j'ai eu la chance d'être coupeur dans une maison, de faire pas beaucoup de costumes, mais j'ai démarré artisan avec un jeune de 16 ans. On a commencé à tous les deux en faisant 10 costumes par mois. À tous les deux. Mais on faisait tout. Et je suis arrivé à en faire 30. 30 par mois. Et alors, la moyenne pour pouvoir réussir dans ce métier, c'est 30 par mois? Avec 10 par mois, c'est bien. Hein. 10 par mois, c'est bien? Avec 10 par mois, c'est bien. Et aujourd'hui, vous en faites combien encore? J'en fais pas mal, mais enfin, j'en fais pas autant que quand j'étais artisan. Parce que maintenant, vous vous considérez plus comme un artisan. Maintenant, vous savez bien où je suis. Là, j'ai été chez Chiffonelli. Vous êtes chez Chiffonelli. Maintenant, je suis chez Camps de Lucas. Je fais mes clients qui viennent, mais ils viennent plus tous parce que j'ai pas la main d'œuvre non plus pour les satisfaire à fond. C'est la main d'œuvre. Si je freine et si je m'en vais, c'est la main d'œuvre qui manque. Et là, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous là maintenant? J'ai un apièceur et puis l'atelier de Lucas. Ah, mais moi, j'étais restée sur l'atelier de Chiffonelli, en fait. Mais vous pouvez parler de l'atelier Chiffonelli. Non, non, je croyais que vous étiez encore là-bas, Non, je suis parti de chez Chiffonelli. Maintenant, je suis chez Camps de Lucas. Et vous êtes parti avec vos... Mes clients, ils me suivent, hein, ils sont attachés à moi. Oui, je comprends. Ils sont collés à moi. Pour reparler un peu costume, à votre avis, pourquoi on dit que celui qui a goûté à la grande mesure ne pourra plus jamais revenir en arrière? Revenir en arrière, on peut revenir en arrière si on n'a pas les moyens, si on n'a pas ci, si on n'a pas là. Si on est déçu de la mesure qui va rétrograder par le manque de main-d'œuvre. Monsieur Camps était un malade, Smalto était un malade, moi je suis un malade, Urban était un malade. Quand ces gars-là s'en vont, il n'y a plus de malades. Il n'y a plus rien. Peut-être que vous pensez que parfois il vaut mieux acheter du prêt-à-porter. Il y a du très bon prêt-à-porter. Hein. Il y en a du très bon. Bon, ils n'arriveront pas à faire les costumes Smalto et Gonzalez. Ça non. Ça non, ça c'est sûr. Non. Mais un mauvais tailleur comparé à une bonne usine. Un mauvais tailleur, c'est un mauvais tailleur. Quand on loupe une soupe, elle est loupée. On ne peut plus la réparer. Mais je suis sévère, puis je suis un malade. Et pourquoi vous dites que vous êtes un malade? Je vis un rêve, parce que je suis né pauvre, je suis monté à Paris à 23 ans, avec une chemise, avec ma chemise je suis arrivé, c'est tout. Et encore du Monoprix. Aujourd'hui, je vis bien. Voilà, je vis bien. Et votre femme, elle a longtemps travaillé avec vous aussi? Ma femme, oui, ma femme, elle m'a appris à faire les devants chez Camps. Et après, je me suis marié avec elle. Mais au départ, c'était une jeune fille de mon âge, quoi. Mais qui faisait des devants chez Camps. Et elle a continué à coudre après? Elle a continué parce que après on s'est mariés, puis elle a élevé les enfants, mais elle a continué, oui. Elle a travaillé avec vous ou elle continué dans d'autres ateliers? Non, elle n'a pas travaillé avec moi parce qu'elle élevait les enfants. Moi, j'avais un second qui était très très bien, là. Très très bien. Un jeune que j'ai eu à 16 ans, un gars du Nord. Mm-hmm. Très très bien. Et il est aujourd'hui chez Chiffonelli. Il est très bien. Vous pensez que c'est quand même un métier auquel on se voue
un peu pour toujours? Oh, ben un métier, ça dépend des métiers. Moi, je suis tailleur. Ma mère, elle a voulu que je sois tailleur. Merci, maman, de m'avoir mis tailleur. Ça, je le dirai toujours. Et comment elle a, à votre avis, pourquoi elle a voulu que vous soyez tailleur? Parce qu'elle aimait ce métier ou parce qu'elle Non, avait parce vu qu'il que y vous avait aviez un une ami qui venait capacité? dans la famille, Mhm. qui était tailleur et qui était toujours élégant. Cravate, costume. Alors que mon papa est en manœuvre, il n'avait pas des cravates et des costumes comme ce monsieur. C'est pour ça qu'elle a voulu que je sois tailleur. Et vous avez combien de costumes à ce jour dans votre Moi, j'ai une garde-robe? trentaine de costumes. Une trentaine? Une trentaine, et je change tous les jours. Et mes fils ont 15 possibilités tous les matins de s'habiller. Des costumes faits par moi. Quelle chance! Oui, quelle chance, oui, oui. Mais c'est moi, tout ce qui est à moi est à mes fils. Vous avez 2 fils? 2 fils. 2 fils. Vous avez des techniques particulières pour prendre soin de vos costumes? Pour eux, Pour en prendre soin de vos costumes pour qu'ils durent dans le temps, prendre soin, il ne faut pas les mettre longtemps, il faut les mettre une journée, une et journée? les laisser reposer pas mal. Mhm. Et les laisser reposer. Oh ben, si vous en avez 30, vous pouvez les laisser... vous pouvez le mettre... ça dépend. Je veux dire, quand vous dites les laisser reposer, c'est-à-dire que vous les faites respirer un peu dehors. Ah ben, je sais vous qu'il y a les des gens mettez- qui mettent un vous peu les- vous à les l'air mettez dans libre. l'armoire avec les cintres, c'est D'accord, tout. c'est Non, tout. c'est tout. Rien de Il faut le faire spécial. nettoyer de temps en temps, mais les nettoyages, après, il faut bien les repasser, parce que les nettoyages les abîment un peu. Vous allez au pressing, Oui, oui, oui. oui. un pressing classique où vous faites Un confiance à pressing un seul classique, mais pressing. après, il faut le repasser comme il faut, fait par vous. Ah oui, mais c'est vrai qu'après vous pouvez repasser vous-même. Non, mais un costume bien fait, ça tient longtemps. Longtemps, c'est toute la vie ou Oui, oui, parfois ça peut ça- même Moi, traverser les j'ai un costume générations. en laine et soie qui a 26 ans. Et quand je le mets, il est comme il y a 26 ans. Bon, je ne change pas de poids. Oui, J'ai le poids et ma taille du conseil de révision. c'est bien. Et comment vous faites pour allier le costume cravate avec le confort Avec eux, avec le confort? le confort. Comment faire pour se sentir confortable dans un Se costume sentir cravate? confortable, c'est déjà aimer mettre une chemise et une cravate. Et la veste qui va avec. Moi, j'adore être bien habillé, j'adore. Et le week-end, vous vous habillez comment? Le week-end, je suis plus souvent avec un pantalon sport. Mais plutôt du coup du prêt-à-porter? Vous allez acheter des vêtements encore ou vous faites que j'achète pas. tout sur Des mesure? blousons, oui, je porte des blousons ou des vestes faites par moi, des vestes de sport faites par moi. Vous portez uniquement des vêtements Ah oui, sur oui, en mesure? pantalon, oui, c'est des pantalons que je fais pour moi. D'accord. Et les chemises? Les chemises, j'ai eu un chemisier sur mesure, oui, 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 qui s'appelle Courteau. Courteau, oui, j'ai entendu parler. Vous connaissez? Oui. Courteau, rue de Rennes, il est très 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 bien. On s'envoie des clients. Il m'envoie des clients et moi j'y envoie des clients. Courteau, rue de Rennes, 113. Oui. Et les cravates? Alors, les cravates, un peu partout. Un peu partout au feeling. Et la pochette, vous portez tous les jours une pochette ou pas? Ah oui, tous les jours une pochette, oui. Pourquoi? Parce que ça habille un peu. Parce que vous trouvez ça joli? Vous avez une façon spéciale de les plier? Non, pas pliés normalement, un peu n'importe comment. Ah d'accord. Ah oui. Comme une rose qui sort. Ok. Est-ce que vous avez un costume préféré, un vêtement que vous aimez particulièrement, que vous gardez depuis toujours? Oh, j'en ai beaucoup que j'aime, j'en ai beaucoup de j'aime. Celui que je préférerais peut-être, c'est un croisé en laine et soie, gris anthracite, qui est formidable. Il a 26 ans, il est comme neuf. Et c'est un tissu qui vient de chez qui? Oh, je sais pas, Hollande et Chéri, je crois. Hollande et Chéri? Oui, je travaille beaucoup avec Hollande et Chéri. C'est votre drapier préféré? Oui, ben, la gérante, qui est Martine Urbanzik, Mhm. c'est une dame, c'est ma fille d'adoption. Ah, c'est vrai? Et le directeur de chez Hollande et Chéri est le fils du grand tailleur Urban, qui était coupeur chez Camps. Franck Urbanzik, il est directeur chez Hollande et Chéri. Et sa femme, c'est Martine, c'est ma fille d'adoption. Je l'aime comme une fille. J'en ai entendu parler plusieurs fois et Martine. peut-être que je l'ai croisée à Si l'école vous des voyez tailleurs. Martine un jour, vous lui parlez de moi, on s'adore tous les deux.
Je lui parlerai de vous. Mais Franck est un garçon adorable, hein. Enfin, très sérieux dans le travail, comme le père. Le père était un monsieur très sévère, hein. Monsieur Urban, Henri Urban était très sévère. Il habillait Bouygues, le père Bouygues. Il habillait le père Bouygues. Que j'ai habillé le fils, moi, Bouygues. Moi, j'ai un ami, un client qui s'habille chez vous, qui m'a dit que vous aviez que vous arriviez à savoir pour lui ce qui allait lui convenir comme couleur, comme tissu. Ah oui. Et comment vous faites pour savoir, pour reconnaître la personnalité des gens et les aider à choisir Ça, c'est le flair, un peu, le flair. Intuition. Quand on est dans ce milieu-là, les clients, on arrive à les connaître comme il faut, à connaître leur goût, ce qu'ils ont envie. C'est quand même facile, ça, mais faut être dedans, quoi. Faut être dedans. C'est votre sensation par rapport à la personne. Vous pouvez ensuite l'aider à choisir, par rapport à le diriger. à son parler ou à son allure ou à sa façon de faire. Je sais si elle aime ça ou pas ça. D'accord. Ah oui, mes clients, je les connais comme eux me connaissent. Et quand un client arrive la première fois, qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce que vous lui demandez en premier? En premier, faut le laisser venir déjà. Faut le laisser venir, voir comment il parle, voir ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, s'il aime plus le bleu ou le gris. Il y a des choses à enregistrer dans ce qu'il dit. C'est tout. Après, vous arrivez à les connaître, hein, leur goût. S'ils vous disent qu'ils n'aiment pas ça, faut le retenir qu'ils n'aiment pas. Hein. Et si jamais ils vous demandent quelque chose et que vous pensez que c'est pas un bon choix je leur dis, je vois pas ça pour vous. C'est tout. Je vois pas ça pour vous. Ou alors, s'ils ont vraiment une envie, à ce moment-là, je pousse un peu pour qu'ils apprennent. Non, on arrive à les influencer un peu, oui. Oui, vous arrivez à les influencer un peu. Oui. Mais ça, c'est pas le premier jour, hein. Faut les laisser venir, les clients. Faut pas les diriger comme ça sévèrement. Puis quand ils viennent avec la femme, faut toujours quand on n'aime pas quelque chose, faut pas le dire tout de suite. Surtout face à une femme. Vous êtes un peu psychologue. Je préférerais ça que non. Non, mais moi je m'entends bien avec mes clients, mais je m'entends bien avec les femmes. Avec les femmes de vos clients? Les femmes de mes clients, oui. Les femmes de mes clients, il y a des femmes qui m'adorent. Quel est votre accessoire préféré? Un accessoire que vous portez tous les jours? Une montre ou une ceinture? Non, j'ai les ceintures que je fais faire, oui. Comme le tissu. Sinon, j'ai des ceintures de croco, c'est tout, une ceinture. J'en ai 3, une bleue et une marron. Et une montre, vous portez une montre aussi? Je porte une montre tout à fait classique. Hein. Je sais pas, j'ai une Omega, mais là c'est une Tissot, parce que je suis pas. Étant donné que je suis né pauvre, je suis pas un gars qui veut des choses extraordinaires. Hein. J'ai des choses convenables, c'est tout. Hein. Vous n'avez pas spécialement de passion pour un objet, un accessoire particulier? Non. C'est plus le costume le plus important. Le costume, la cravate, j'ai une chevalière, c'est tout. C'est petit ce que j'ai. J'ai une chevalière que j'ai achetée quand je suis arrivé à Paris, où il y a GG dessus, puisque je m'appelle GG. Mais c'est tout, c'est pas. Il n'y a rien de. Non, je suis un tailleur, surtout tailleur. Surtout drogué Camps. Je suis un malade Camps. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien? Tout, parce qu'il faut débuter au zéro pour arriver fini. Oui. Donc c'est tout. Ça, c'est merveilleux. Et pour finir, est-ce que vous aimeriez nous raconter une anecdote ou quelque chose un moment de votre vie de tailleur qui vous a plu ou qui vous a marqué? Et comment je pourrais... Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre vie de tailleur ou un moment ou une personne que vous avez rencontrée ou... Non, je vois pas, parce que d'accord, j'aime les beaux costumes, j'ai appris chez Camps à faire un beau costume. En fait, ce que vous aimez, c'est vraiment la perfection d'un beau costume. Dans le costume Camps, oui.
Ça, c'est vraiment, vraiment ma maladie. Hein. Et est-ce qu'il y a un détail sur un costume que vous trouvez inacceptable quand c'est raté, quand c'est mal fait? Quand c'est raté? Par exemple, si vous voyez sur un costume quelque chose de mal fait ou de mal réalisé, et est-ce que vous voyez quelque chose que vous trouvez vraiment inacceptable, immétable? Immétable, non, parce que même si c'est pas réussi, il a quand même quelque chose de bon dans le costume. Il y a toujours quelque chose de bon. Il y a toujours. Mais dans un costume lambda, un costume que vous voyez ailleurs Un costume qu'on voit ailleurs, on l'oublie. Et par exemple, ici, j'ai une question qui me vient. Quand vous avez un apprenti, par exemple, qui va travailler sur une veste, qu'est-ce qui fait que vous allez lui demander de défaire ou de refaire Je ne sais pas, refaire ou défaire. Vous savez, quelque chose qui est mal fait, c'est difficile à refaire. Hein. Parfois, on peut défaire, refaire une... Pas toujours. Pas toujours, non. Quelque chose qui est loupé, difficile à réparer. Difficile à réparer. C'est vrai que parfois, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut pas faire de retouches. Il faut faire des devants comme il faut et pas faire de retouches. Mais quand on n'arrive pas à faire tout de suite le devant parfait. Moi, j'arrive à faire des costumes sans retouches. Aujourd'hui, depuis que je suis tailleur installé comme il faut, je fais des costumes normalement sans retouches. Je fais un essayage, le premier costume, 2 essayages, et après un essayage, et ça doit partir sans retouche. Et pour vous, c'est quoi les retouches qu'on peut se permettre ? Les retouches faciles qu'on peut faire, c'est élargir ou rétrécir, c'est tout. On ne peut pas changer l'autre chose. D'un croisé, on ne peut pas faire un droit, et d'un droit, on ne peut pas faire un croisé. D'un 2 boutons, on ne peut pas faire un 3, et d'un 3 boutons, on ne peut pas faire un 2 non plus. D'accord. Non, c'est assez strict hein, quand même. C'est du haut de gamme. Hein. Oui, je sais. C'est de la haute couture. C'est du haut de gamme, tailleur haut de gamme. Et quelle est votre forme de veste préférée ? J'ai pas. Vous n'avez pas ? C'est le 2 boutons ou croisé. J'ai quelques 3 boutons. Ça, c'en est un, je crois. Mais normalement, c'est le 2 boutons. Parce que c'est le plus courant ? Bon, c'est bien. Le 2 boutons est très bien et le croisé aussi. Le 3 boutons, c'est un peu plus pépère. Pourquoi ? Parce que je sais pas. Je peux même pas répondre. Ok. Et vous avez l'impression que votre style de coupe a évolué avec le temps ? Les costumes camps, pour moi, c'est les mêmes qu'il y a 50 ans. Et même au niveau de la longueur, de la forme des revers. Les longueurs, non. Oui, les longueurs, non. Les largeurs de revers, non plus. Mais le gabarit, la structure, c'est comme il y a 50 ans. Moi, j'ai mon costume qui a 26 ans, le laine et soie, c'est un croisé, il est d'enfer. Si vous voulez la photo, vous prendrez la photo. Ok, je prendrai la photo. Voilà, vous prenez la photo et vous la mettrez dans où vous voulez. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi. C'était vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minutie, MINU2SI, ou par email à jessica@minutie.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.